Je suis tombée enceinte d'un chimpanzé. Du moins, c'est ce que tout lion répétait en 1969, quand j'avais 18 ans. Je m'appelle Claire Dufresne, j'ai aujourd'hui 74 ans, et l'histoire que je vais raconter n'est pas seulement un vieux scandale, c'est une blessure devenue cicatrice, de celle qu'on touche, et qui ravive tous les souvenirs. À cette époque, j'étais une fille d'église, fille de Monsieur Pierre et Madame Odette Dufresne, élevée dans la rigueur. Messe à 7 heures à la paroisse Saint-Nizier, cours au couvent des sœurs et couture l'après-midi avec ma mère. Mes frères pouvaient sortir, fumer, rire sur la place. Moi, rien. Parler à un garçon? Impossible. Le maximum de liberté que j'avais, c'était le balcon de la maison et le bruit de la machine à coudre. Ce fut un dimanche d'octobre 1968 que le destin frappa à notre portail de fer. Mon père revenait des rives de la Saône, avec sa charrette de foin, disant qu'il avait trouvé quelque chose de différent. Au milieu de la paille, tremblant de froid, se trouvait un petit chimpanzé, les yeux humides, effrayés, presque humain. Je lui ai apporté un bol d'eau. Il l'a pris avec ses 2 petites mains, a bu lentement et me l'a rendu, en me regardant dans les yeux. Puis il a tendu la main, comme pour demander la permission d'exister. Nous l'avons appelé Gaston. Dès ce jour, Gaston est devenu mon ombre. J'étendais le linge sur la corde. Il restait dans la cour, tranquille, à m'observer. Je cousais, et il s'asseyait à côté, attentif, comme s'il comprenait chaque point. Quand je pleurais, il posait sa tête sur mon bras, et il suffisait de cela pour que je me sente moins seule. Le quartier, bien sûr, trouvait ça étrange. Une fille convenable qui élève une bête comme un humain, disait-on par les fenêtres. Mais à l'intérieur, il est devenu un membre de la famille, et même ma mère s'est mise à l'appeler par son nom. Ma vie était toujours la même. Prière, travail, silence. Jusqu'à ce qu'un après-midi de mars 1970, au lycée Saint-Exupéry, un garçon aux yeux couleur de miel me rende un stylo qui n'était même pas le mien et me demande s'il pouvait m'accompagner jusqu'au portail. Il s'appelait Antoine Morel. Depuis ce jour, mon cœur a commencé à parler une langue qui ne venait ni du catéchisme ni de l'aiguille à coudre. Vous imaginez la suite. Des secrets, des rendez-vous hâtifs derrière le couvent, des promesses murmurées. Et un jour, le retard. J'ai cru que c'était la nervosité. Puis sont venues les nausées. Quand le ventre a commencé à s'arrondir, Antoine a disparu, envoyé par ses parents à Marseille. Et la ville a fait le calcul de la manière la plus cruelle possible. On n'a jamais vu Claire avec un homme, mais elle vit avec le singe. Et c'est ainsi qu'ils ont inventé le mensonge parfait. L'air matinal du marché de la place Carnot, à Lyon, était épais, non seulement de l'odeur du pain frais et de la lavande, mais de quelque chose de plus dense, de plus amer, le jugement. Claire Dufresne le sentait sur sa peau, un frisson froid qui n'avait rien à voir avec la brise qui descendait du Rhône. La main posée instinctivement sur son ventre proéminent qui gonflait sous sa robe de coton simple, elle marchait avec une lenteur qui n'était pas seulement le fruit de la grossesse. C'était le poids de centaines de regards qui la suivaient, la disséquaient, la condamnaient sans qu'un seul mot ne soit dit à voix haute. Les conversations cessaient à son passage. Un silence soudain s'abattait sur l'étal de fromage, où quelques instants auparavant, Madame Dubois gesticulait avec animation. Maintenant, la femme au visage rubicond et aux mains épaisses la fixait simplement par-dessus ses lunettes, une expression de répulsion à peine déguisée. Claire baissa la tête, ses cheveux bruns tombant comme un rideau sur son visage, dans une vaine tentative de se cacher du monde. Elle avait juste besoin d'un peu de farine et de levure, mais la tâche semblait aussi monumentale que de traverser les Alpes à pied. Elle s'arrêta devant l'étal du boulanger, Monsieur Laurent, un homme dont elle connaissait la gentillesse depuis l'enfance. Il lui gardait toujours une brioche chaude. Aujourd'hui, cependant, ses yeux l'évitèrent. Il servit la femme devant elle avec une efficacité froide, et quand vint le tour de Claire, il ne sourit pas. « Qu'est-ce que ce sera ?» Sa voix n'était qu'un murmure neutre, dépourvu de toute chaleur. « 1 kilo de farine, et un peu de levure, s'il vous plaît, monsieur. » Sa voix sortit tremblante, presque inaudible. Pendant qu'il pesait la farine, 2 femmes à côté d'elle échangèrent un chuchotement, aigu et venimeux comme une piqûre de guêpe. Claire n'avait pas besoin d'entendre les mots exacts. Elle les connaissait déjà par cœur. Ils résonnaient dans ses rêves, dans les couloirs silencieux de sa maison, dans le grincement du portail du jardin. Monstruosité, abomination, la fille qui a couché avec la bête. Le sac de farine fut posé sur le comptoir avec un bruit sourd. Claire tendit les pièces d'une main tremblante, évitant de toucher les doigts du boulanger. À cet instant bref, leurs regards se croisèrent. Au fond de ses yeux, elle ne vit pas de haine, mais quelque chose de peut-être pire, de la pitié.
une pitié teintée de peur, comme si son état était une maladie contagieuse qui pouvait tacher l'âme de quiconque s'approchait de trop près. Ses achats dans les bras, elle entama le chemin du retour, un chemin de croix de regard et de messe basse. Chaque pas était une bataille contre l'envie de courir, de crier, de les supplier d'arrêter. Mais elle ne le fit pas. Elle ravala la honte comme une gorgée de poison, se forçant à garder une posture droite, la tête peut-être pas haute, mais au moins pas complètement courbée. L'enfant dans son ventre bougea, un rappel pulsant et innocent de la tempête qui l'entourait. C'était pour lui, ou pour elle, qu'elle continuait à marcher. C'était la seule raison qui restait. Au loin, dans sa maison isolée aux abords de la ville, un son solitaire résonna. Un appel familier, guttural et mélancolique. C'était Gaston, le seul être au monde qui la regardait sans jugement et, ironiquement, la source de tout son malheur. Avant le scandale, avant les chuchotements et les regards assassins, la vie de Claire Dufresne était définie par une autre forme d'emprisonnement, le silence. La maison de la famille Dufresne, dans les environs de Lyon, était une construction solide en pierre grise, entourée de vignobles qui s'étendaient en rangées ordonnées à perte de vue. C'était un paysage d'une beauté austère, mais pour Claire, l'ordre des vignes et la rigidité des murs de pierre n'étaient qu'un reflet de la discipline inflexible qui gouvernait son existence. Ses parents, Jean-Pierre et Isabelle Dufresne, étaient des gens de peu de mots et d'émotions contenues. Ils croyaient que le travail, la foi et la discrétion étaient les piliers d'une vie honorable. L'amour se manifestait par un toit sûr et de la nourriture sur la table, non par des étreintes ou des mots d'affection. Jean-Pierre était un homme aux larges épaules et aux mains calleuses, à force de travailler dans les vignes. Son visage une carte de rides sculptée par le soleil et l'inquiétude. Isabelle, quant à elle, se déplaçait dans la maison avec une efficacité silencieuse, ses lèvres perpétuellement pincées en une ligne fine de désapprobation ou de résignation. Claire grandit dans cette atmosphère de retenue. Elle apprit à ne pas faire de bruit, à ne pas poser trop de questions, à garder ses rêves et ses tristesses pour elle-même. Une fille de bonne famille n'attire pas l'attention, disait sa mère, tout en lui apprenant à coudre des ourlets parfaitement droits. Parler aux garçons est le chemin de la perdition, grognait son père, quand il la voyait regarder plus d'une seconde les jeunes hommes qui travaillaient à la récolte. Ses journées étaient une routine immuable, aider sa mère aux tâches ménagères, travailler sur le petit métier à tisser familial, pour tisser des soies pour les marchands de Lyon, et, le soir, lire à la lumière d'une lampe, jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Sa solitude était un océan, et c'est dans cet océan qu'un naufragé inattendu apparut. Il s'appelait Gaston. Son père l'avait trouvé lors d'un voyage en ville pour vendre la production de vin. Une foire itinérante s'était installée près du marché, avec ses étals colorés, ses jeux de hasard, et une petite tente qui exhibait des animaux exotiques. Là, dans une cage minuscule, se trouvait un jeune chimpanzé, maigre, avec une blessure infectée à la jambe et des yeux qui contenaient une tristesse ancienne. Jean-Pierre, un homme qui montrait rarement de la compassion pour autre chose que ses vignes, sentit quelque chose bouger en lui. Peut-être était-ce la vue de la captivité, ou peut-être l'entêtement dans les yeux de l'animal qui lui rappelait lui-même. Il paya au propriétaire de la foire une somme dérisoire et ramena le chimpanzé à la maison dans une caisse en bois. Isabelle fut horrifiée. « Tu as ramené une bête à la maison, Jean-Pierre. Où as-tu la tête ?» Mais la décision était prise. À la surprise générale, l'homme habituellement sévère prit soin de l'animal avec un dévouement surprenant. Il nettoya la blessure, construisit un grand enclos dans l'ancienne grange et le nourrit de fruits et de noix. Claire, alors âgée de 12 ans, observait de loin, fascinée et un peu effrayée. L'animal, qu'ils baptisèrent Gaston, était différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. Avec le temps, la peur de Claire fit place à la curiosité et enfin à une affection profonde. Alors que ses parents la voyaient comme une responsabilité à modeler et à contrôler, Gaston la voyait simplement comme Claire. Il se fichait que l'ourlet de sa robe soit de travers ou qu'elle rit trop fort. Dans l'enclos de la grange, elle trouva le seul espace de sa vie libre de règles et d'attentes. Elle passait des heures avec lui. Elle lisait ses livres à voix haute, assise à l'extérieur de la clôture, et Gaston écoutait attentivement, la tête penchée, ses yeux sombres et intelligents, suivant chaque mot. Elle lui racontait ses secrets les plus profonds, les petites rébellions qu'elle imaginait, l'aspiration à un monde au-delà des vignobles. Il répondait par de doux grognements, des gestes et parfois
tendait sa longue main sombre à travers la grille pour toucher doucement ses doigts. Ce contact était la seule forme de tendresse physique que Claire connaissait. Gaston n'était pas un animal de compagnie. C'était son confident, son frère silencieux, le gardien de son enfance solitaire. Il était le seul témoin de qui elle était vraiment, sous les couches d'obéissance et de silence que ses parents avaient imposées. À 18 ans, Claire était une jeune femme d'une beauté discrète, façonnée davantage par la mélancolie que par la joie. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient toujours observer le monde à une distance de sécurité, comme si elle s'attendait à une déception. C'est à cette époque que son père, à contre-cœur, lui permit de l'accompagner plus fréquemment à Lyon pour livrer les rouleaux de soie qu'elle tissait. C'était une concession calculée. Il la gardait sous son œil vigilant, s'assurant que ses interactions se limitaient aux marchands de tissus, des hommes vieux et mariés. Ce fut lors d'un de ses voyages, par un après-midi ensoleillé de printemps sur la place Bellecour, que le destin intervint. Pendant que son père négociait âprement avec un grossiste, Claire attendait dehors, tenant un lourd rouleau de soie cramoisie. Le tissu glissa de ses bras fatigués et tomba au sol avec un bruit sourd, commençant à se dérouler sur les pavés de la place. « Oh non !» murmura-t-elle, s'accroupissant précipitamment pour tenter de contenir le désastre. « Laissez-moi vous aider. » La voix était chaude et douce, dépourvue de la rudesse à laquelle elle était habituée. Claire leva les yeux et vit un jeune homme de son âge, peut-être 1 ou 2 ans de plus, accroupi en face d'elle. Il avait des cheveux sombres et ébouriffés qui tombaient sur son front, et un sourire facile qui fit s'agiter quelque chose dans sa poitrine. Ses yeux étaient d'un bleu surprenant, comme le ciel après un orage. Il commença à enrouler le tissu avec des mains agiles et prudentes, ses doigts effleurant accidentellement les siens. Pour Claire, ce contact fut comme une petite décharge électrique, une chaleur qui se propagea dans son bras et la fit rougir violemment. « Merci », réussit-elle à dire, la voix à peine plus qu'un murmure. « Ce n'est rien, c'est une très belle soie. C'est votre travail ?» demanda-t-il, lui tendant le rouleau maintenant parfaitement enroulé. Claire hocha la tête, surprise qu'il l'ait remarqué. « Oui, le mien et celui de ma mère. C'est un travail d'artiste. Je m'appelle Antoine Morel. Je suis apprenti tailleur, tout près, rue de la République. Un apprenti tailleur. » Cela expliquait ses mains habiles. Il y avait en lui une vivacité, une curiosité sincère dans son regard qui la désarma complètement. C'était l'opposé du monde silencieux et rigide d'où elle venait. Claire Dufresne. Son nom sonnait étrangement à ses propres lèvres, comme si elle le disait pour la première fois. À ce moment, son père sortit du magasin, le visage comme un masque de tonnerre en voyant la scène. « Claire, qu'est-ce que tu fais ? Éloigne-toi de lui !» Antoine se leva rapidement, un peu intimidé par la silhouette imposante de Jean-Pierre. « J'aidais seulement, monsieur. Le tissu est tombé. » Jean-Pierre lui lança un regard foudroyant, attrapa le bras de Claire avec force et l'entraîna au loin. « Ne parle pas aux étrangers ! Je ne te l'ai pas déjà appris !» Tandis qu'elle était entraînée, Claire regarda par-dessus son épaule. Antoine était toujours là, debout, au milieu de la place, la regardant avec une expression d'inquiétude et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Cette brève rencontre, cependant, avait allumé une petite flamme dans son monde de pénombre. Pour la première fois, quelqu'un l'avait vue non pas comme la fille obéissante des Dufresne, mais simplement comme Claire. Et cette flamme, elle le savait, ne serait pas facile à éteindre. L'interdiction de son père ne fit qu'alimenter la flamme que la rencontre avec Antoine avait allumée. Son visage, son sourire facile et ses yeux bleus entêtent les pensées de Claire. Le monde, qui se limitait auparavant aux contours de sa maison et des vignobles, semblait soudain vaste et plein de possibilités. Les allées à Lyon, autrefois une corvée monotone, devinrent le point culminant de ses semaines. Elle aspirait à un aperçu d'Antoine, à une répétition de cette rencontre fortuite. Et cela arriva. Lors de la livraison suivante, alors que son père était de nouveau plongé dans ses affaires, Claire sentit une présence à ses côtés. C'était Antoine. « J'espérais vous revoir », dit-il à voix basse, son sourire aussi chaleureux que dans son souvenir. Le cœur de Claire s'emballa. « Mon père, il n'approuverait pas. Je sais. » Antoine regarda nerveusement en direction du magasin. « Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à vous, à votre travail, à vous. » Ce jour-là, la conversation fut brève, hâtive, chargée d'une douce urgence. Mais ce fut suffisant. Ils mirent au point un système. Antoine connaissait le marchand de fils qui approvisionnait la famille de Claire. Il cacherait des billets pour elle à l'intérieur des paquets de fils que son père récupérait. C'était un risque énorme, mais pour Claire, c'était un risque qui valait la peine d'être couru. Le premier billet arriva une semaine plus tard, plié soigneusement et glissé au centre d'une bobine de fil de soie blanc. Ses mains tremblaient en le dépliant dans le sanctuaire de sa chambre.
L'écriture d'Antoine était élégante, les mots simples, mais remplis d'un sentiment qui lui coupa le souffle. Il lui posait des questions sur elle, sur ses journées, sur la soie qu'elle tissait avec tant d'habileté. Claire répondit, écrivant à la lueur des bougies tard dans la nuit, déversant sur le papier toutes les pensées et tous les sentiments qu'elle avait gardés enfermés si longtemps. Elle parlait de la monotonie de ses journées, de son amour pour les livres et, en hésitant, de son unique ami, Gaston. Elle cacha sa réponse dans le panier de tissu vide que son père ramènerait à Lyon. Ainsi commença une romance épistolaire, un échange de secrets tissés à travers les fils et le papier. Ils tombaient amoureux à travers les mots. Antoine décrivait l'agitation de Lyon, les clients de son atelier de couture, son rêve d'avoir un jour sa propre boutique. Claire décrivait la beauté silencieuse de la campagne, l'odeur de la terre après la pluie, la solitude qui l'accompagnait comme une ombre. Leur rencontre en ville était rare et fugace, limitée à quelques minutes volées, pendant que son père était distrait. C'étaient des moments d'une intensité presque douloureuse. La façon dont sa main effleurait la sienne en lui tendant un billet, l'éclat dans ses yeux quand il la voyait, la manière dont il écoutait attentivement chaque mot qu'elle disait. Antoine était la personnification de la liberté à laquelle elle aspirait tant. Il ne la voyait pas comme fragile ou désobéissante. Il l'admirait. Il admirait son talent, sa force silencieuse, sa résilience. Un après-midi d'automne, caché derrière une fontaine sur la place des Jacobins, il l'embrassa pour la première fois. Ce fut un baiser doux, hésitant, mais pour Claire, ce fut une révélation. Ce fut la rupture de toutes les chaînes, la promesse d'un avenir qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer. À ce moment, dans ses bras, avec le son de l'eau de la fontaine couvrant le bruit de la ville, Claire se sentit, pour la première fois de sa vie, vraiment vivante. Elle ne savait pas, cependant, que ce baiser, ce sentiment de libération, était le premier pas vers une tempête qui menaçait de la noyer. L'été arriva avec une vague de chaleur qui planait sur les vignobles, faisant trembler l'air au-dessus de la terre sèche. La routine dans la maison des Dufresne restait la même, mais quelque chose à l'intérieur de Claire avait changé irrévocablement. L'amour pour Antoine était une force constante dans sa poitrine, un mélange de joie et d'anxiété. Chaque billet échangé, chaque rencontre volée, ne faisait qu'approfondir le fossé entre la vie qu'elle vivait et la vie qu'elle désirait. Antoine devenait impatient. Les rencontres fugaces à Lyon ne suffisaient plus. Il voulait plus. Il voulait du temps pour parler sans peur, pour marcher main dans la main sans se cacher, pour simplement être avec elle. Dans un de ses billets, il fit une proposition audacieuse, presque imprudente. « Il y aura un festival dans le village voisin de l'Arbrel dimanche prochain, » écrivit-il. « Ton père n'y va jamais. Dis que tu vas rendre visite à la grand-tante malade à Fleurieux. C'est dans la direction opposée. Je te retrouverai sur le vieux pont sur la Brévenne à midi. S'il te plaît, Claire. Juste quelques heures. » Le plan était dangereux. Mentir à ses parents était un péché capital dans sa maison. La grand-tante à Fleurieux existait, mais elle avait une santé de fer. La peur parcourut les veines de Claire, froide et paralysante. Mais le désir de voir Antoine, d'avoir une journée qui ne soit qu'à eux, était plus fort. Pour la première fois de sa vie, elle planifia un acte de rébellion ouverte. Ce dimanche matin-là, elle mit sa plus belle robe, un simple tissu bleu qui, selon Antoine, mettait en valeur la couleur de ses yeux. Elle annonça sa visite à sa grand-tante d'une voix qu'elle espérait ferme. Sa mère hocha simplement la tête, absorbée par ses tâches, mais son père la dévisagea de ses yeux perçants. « Sois rentrée avant la nuit », fut tout ce qu'il dit. Le cœur de Claire battait la chamade, tandis qu'elle marchait sur la route poussiéreuse, dans la direction opposée de Fleurieux. Chaque pas l'éloignait de la sécurité et la rapprochait de l'inconnu. Quand elle arriva au vieux pont de pierre, il était déjà là, à l'attendre. La vue d'Antoine, un sourire radieux sur le visage et un petit bouquet de fleurs des champs à la main, dissipa toute sa peur. Ce jour-là fut comme un rêve. Ils marchèrent le long de la rivière, les mains entrelacées, parlant et riant librement. Il l'emmena dans un petit bois où il avait préparé un pique-nique simple. Du pain, du fromage, quelques raisins et une bouteille de limonade. Assise à l'ombre d'un vieux chêne, le monde extérieur disparut. Il n'y avait pas de parents sévères, pas de règles, pas de regard de jugement. Il n'y avait que d'eux. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant des motifs dansants sur le sol. Antoine lui parla de ses projets de déménager à Marseille, où un oncle lui avait offert un meilleur poste dans un grand atelier de couture. « Ce ne serait que pour 1 an ou 2, dit-il, en lui prenant le visage entre les mains. « Pour économiser de l'argent. Ensuite, je reviendrai, j'ouvrirai ma propre boutique et je demanderai ta main à ton père. Nous nous marierions, Claire.
Je te le promets. » Ces mots étaient un baume pour son âme. La promesse d'un avenir ensemble semblait si réelle, si tangible. L'intensité du moment, la beauté de l'après-midi et la profondeur de leurs sentiments les enveloppèrent. Dans ce bois isolé, bercé par le chant des cigales et la promesse d'un amour éternel, ils se donnèrent l'un à l'autre. Ce fut un acte d'amour et d'espoir, une célébration de leur lien dans un monde qui tentait de les séparer. Quand le soleil commença à descendre sur l'horizon, peignant le ciel de nuances orange et rose, ils retournèrent au pont. L'adieu fut douloureux, rempli de promesses murmurées et d'un dernier baiser passionné. Tandis qu'elle rentrait chez elle, l'obscurité tombant rapidement autour d'elle, Claire se sentait à la fois exultante et terrifiée. Cet après-midi d'été avait tout changé. Elle portait en elle non seulement le souvenir d'une journée parfaite, mais aussi une graine de conséquences qui ne tarderait pas à germer, menaçant de détruire tout ce qu'elle connaissait. Les semaines qui suivirent cet après-midi d'été furent une torture pour Claire. Elle attendait avec impatience la prochaine livraison de fil, le billet d'Antoine qui serait sûrement caché à l'intérieur. Elle repassait chaque instant de cette journée dans son esprit, la chaleur de son contact, le son de son rire, la sincérité de sa promesse. Mais quand son père revint de Lyon, il n'y avait pas de billet. Une pointe d'inquiétude la frappa, mais elle la chassa. Peut-être était-il occupé, peut-être que le marchand de fil surveillait. Elle écrivit une lettre hâtive, pleine de nostalgie et de questions, et la cacha dans le panier de tissu lors du voyage suivant. Et de nouveau, la réponse fut le silence. La panique commença à s'installer. L'anxiété était une présence physique, un nœud serré dans son estomac qui l'empêchait de manger, de dormir. Lors des rares allées à Lyon, elle scrutait la foule, espérant voir ses cheveux sombres, son sourire facile. Mais Antoine avait disparu. L'atelier de couture de la rue de la République était fermé, avec une pancarte « à louer » sur la vitrine poussiéreuse. Claire avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le monde vibrant et plein d'espoir qu'il lui avait montré s'était évanoui, la laissant de retour dans sa prison de silence. Mais c'était pire maintenant. Avant, elle ne connaissait que la solitude. Maintenant, elle connaissait la douleur de l'absence. Son seul réconfort était Gaston. Elle passait des heures dans la grange, le visage pressé contre la grille froide de son enclos, pleurant en silence. Le chimpanzé semblait comprendre sa douleur. Il s'asseyait près d'elle, émettant des sons doux et réconfortants, tendant la main pour essuyer une larme de son visage avec un doigt étonnamment doux. Il n'offrait ni solution ni jugement, juste une présence constante et empathique. Il était son ancre dans une mer d'incertitude. Tandis que le doute et la peur la consumaient, un changement subtil commença à se produire dans son propre corps. Une fatigue persistante, une sensibilité à certaines odeurs et, le plus alarmant de tout, l'arrêt de son cycle mensuel. Au début, elle essaya d'ignorer les signes, les attribuant au stress et à la tristesse. Mais la vérité était une graine de glace qui poussait dans son ventre, une vérité si terrifiante qu'elle osait à peine se la murmurer à elle-même dans le noir de la nuit. Elle était enceinte. La prise de conscience la frappa avec la force d'un coup physique. Le monde tourna, et elle dut s'appuyer contre le mur de la grange pour ne pas tomber, enceinte et seule. Antoine était parti. Sa promesse, ses mots d'amour, tout semblait être un mensonge cruel maintenant. Il l'avait utilisée et abandonnée, la laissant affronter les conséquences de leur après-midi d'été volé. La honte était une cape lourde et étouffante. Comment pourrait-elle le dire à ses parents? La fureur de son père, la déception silencieuse et tranchante de sa mère, elle ne pourrait pas le supporter. Le scandale détruirait la réputation de sa famille, la seule chose qu'il chérissait par-dessus tout. Prise entre la disparition d'Antoine et la vérité qui grandissait en elle, Claire était complètement et terriblement seule. Le silence qui définissait autrefois sa vie était maintenant rempli de peur. Chaque jour était un compte à rebours vers la catastrophe inévitable. Et au milieu de son désespoir, elle s'accrochait à la seule créature qui restait à ses côtés, sans savoir que son amitié la plus pure était sur le point d'être déformée en l'arme la plus cruelle de toutes. Le secret de Claire était un lourd fardeau, qui devenait plus difficile à porter chaque jour. Son corps, autrefois un domaine privé, la trahissait maintenant publiquement. La taille de ses robes commençait à serrer, et la fatigue constante n'échappait pas aux yeux attentifs de sa mère. Isabelle Dufresne ne dit rien au début, mais ses regards devinrent plus longs, plus inquisiteurs. Le silence dans la maison, autrefois juste austère, était maintenant chargé d'une tension palpable. La première à exprimer le soupçon ne fut pas sa mère, mais Élodie, la couturière du village, une femme dont la langue était aussi acérée que les aiguilles qu'elle utilisait.
Claire était allée à sa petite boutique pour demander d'élargir une de ses robes, utilisant l'excuse boiteuse que le tissu avait rétréci au lavage. Élodie, une petite femme aux yeux d'oiseau qui ne manquait rien, passa le mètre ruban autour de la taille de Claire. Elle mesura, fronça les sourcils, mesura à nouveau, puis laissa échapper un petit « qui sonna comme une sentence. « Rétréci, hein ?» dit-elle, les lèvres se courbant en un sourire malicieux. Drôle comme ça ne rétrécit que de ce côté. On dirait plutôt que quelque chose pousse. Le sang quitta le visage de Claire. Elle balbutia un démenti, mais le mal était fait. Élodie avait vu la vérité, et un secret entre les mains d'Élodie était comme une graine de pissenlit un jour de vent. Il était destiné à se propager, et il se propagea. Cela commença comme un murmure au marché, une question curieuse échangée par-dessus une clôture de jardin. « Avez-vous remarqué la fille des Dufresne dernièrement ? Elle a l'air différente. » Le village, avec sa faim insatiable de drame pour briser la monotonie de la vie rurale, s'accrocha à cette miette de scandale. La question évidente, bien sûr, était « Qui était le père ?» Claire sortait rarement de chez elle, et quand elle le faisait, c'était sous la supervision de son père. On ne la voyait pas parler aux garçons. Il n'y avait pas de prétendant, pas de cour. Le mystère rendait la rumeur encore plus juteuse. L'absence d'un candidat humain laissa un vide, et la nature, tout comme la méchanceté humaine, a horreur du vide. Ce fut lors d'une conversation oisive près du lavoir public que la graine empoisonnée fut plantée. 2 femmes, dont la vie était aussi grise que l'eau sale de savon, spéculaient sur l'état de Claire. « Personne ne la voit jamais avec un homme », dit la première. « C'est comme si le bébé allait apparaître de nulle part. » La seconde, une femme nommée Solange, connue pour son imagination cruelle, rit. Peut-être que ce n'était pas un homme. Nous connaissons tous l'étrange affection de cette famille. Son père a ramené cette chose de la ville. Un silence choqué s'ensuivit, rapidement remplacé par une vague d'excitation perverse. L'idée était grotesque, impensable, monstrueuse. Et pour cette raison même, elle était irrésistible. « Tu veux dire le singe ?» murmura la première femme, le mot sonnant comme un blasphème. Solange haussa les épaules, savourant l'impact de son insinuation. Elle passe plus de temps avec lui qu'avec n'importe qui. Le traite comme s'il était humain. Qui sait ce qui se passe dans cette grange isolée ? La suggestion, une fois prononcée, prit vie. C'était une explication si absurde qu'elle contournait la logique et frappait directement la peur primale de l'inconnu, du non naturel. La rumeur commença à se transformer, à grandir, à acquérir des détails vifs et sordides dans la bouche de chaque personne qui la répétait. Elle cessa d'être une question. Est-ce qu'elle, pour devenir une affirmation, la fille des Dufresne est tombée enceinte du chimpanzé? Le village, dans son ignorance et son ennui, avait trouvé son monstre, et sa victime. La rumeur rampa à travers le village comme un brouillard toxique, s'infiltrant dans chaque maison, chaque magasin, chaque recoin de l'église. Ce n'était plus un murmure. C'était un consensus tacite, une vérité fabriquée que tout le monde acceptait avec un mélange d'horreur et de fascination. L'histoire était si choquante qu'elle devint un spectacle, et Claire, l'objet central de leur curiosité malsaine. Pour Claire, le changement fut sismique. Les regards qui n'étaient auparavant que curieux étaient maintenant chargés de répulsion. Les gens s'écartaient d'elle dans les rues étroites, attirant leurs enfants près d'eux, comme si elle était porteuse d'une peste. Les mères qui lui souriaient auparavant crachaient maintenant par terre après son passage. Le village tout entier s'était uni dans sa condamnation, et le silence qui l'entourait était plus assourdissant que n'importe quel cri. À la maison, la situation était intenable. Ses parents avaient entendu la rumeur, bien sûr. Personne au village n'était immunisé. Jean-Pierre, son père, réagit avec une fureur volcanique. Il ne croyait pas à la version grotesque de l'histoire. C'était une insulte bien trop profonde à son honneur. Mais la réalité de la grossesse de sa fille était une disgrâce qu'il ne pouvait supporter. Sa colère, cependant, ne se dirigeait pas contre le village, mais contre Claire. « Tu nous as déshonorés !» cria-t-il, le visage rouge de fureur, les veines saillantes sur son cou. « Tu as amené la honte dans cette maison. Qui était-ce ? Donne-moi le nom de ce misérable. » Claire, dans sa terreur et sa loyauté à un souvenir d'amour qui semblait maintenant une illusion, resta silencieuse. Elle ne pouvait pas nommer Antoine. Le nommer ne le ramènerait pas et ne servirait qu'à donner aux villageois une nouvelle cible pour leur mépris. Son silence, cependant, fut interprété par son père comme de l'entêtement et de la culpabilité. Il lui interdit de quitter la maison, sauf pour les tâches les plus essentielles, l'enfermant de fait dans sa propre maison,
qui était devenue une prison de honte. La réaction de sa mère, Isabelle, fut d'une certaine manière plus cruelle. Elle ne criait pas. Elle se retira dans un silence glacial, traitant Claire comme une étrangère, un fantôme dans sa propre maison. Elle cuisinait pour elle, lavait ses vêtements, mais ses yeux ne rencontraient jamais ceux de Claire. C'était un ostracisme silencieux et méthodique, une forme d'effacement qui blessait Claire plus profondément que n'importe quel mot de colère. Elle avait perdu non seulement sa réputation, mais aussi sa mère. Son seul refuge restait la grange. Là, en la compagnie silencieuse de Gaston, elle pouvait enfin s'effondrer. L'ironie était atroce. Le monde l'accusait d'une intimité profane, avec la créature qui était, en réalité, sa seule source de réconfort innocent. Gaston ne savait rien des rumeurs. Il savait seulement que la fille qu'il aimait souffrait. Il s'asseyait avec elle pendant des heures, lui offrant des morceaux de fruits qu'elle ne mangeait pas, essuyant ses larmes avec une tendresse qui contrastait violemment avec la cruauté du monde humain. Un après-midi particulièrement sombre, après une confrontation brutale avec son père, Claire sanglotait de manière incontrôlable sur le sol de la grange. Gaston, agité par sa détresse, commença à frapper les barreaux de son enclos, émettant des sons forts et irrités. Il attrapa un vieux sac de jute et le déchira en morceaux, un acte de frustration impuissante. C'était comme s'il essayait de combattre la douleur invisible qui l'affligeait. En voyant sa loyauté féroce, le cœur de Claire se brisa encore plus. L'être que le village avait transformé en monstre était le seul qui la défendait. Le poison n'était pas dans la grange, il était dans le cœur des gens. La pression à l'intérieur de la maison des Dufresne était devenue une cocotte minute sur le point d'exploser. Isabelle, qui basait son identité sur sa foi et l'approbation de la communauté, ne supportait plus la honte. Un dimanche matin, elle attrapa le bras de Claire avec une force surprenante et déclara « Tu vas te confesser. Tu vas dire au Père Michel la vérité et prier pour le pardon de Dieu, car le pardon des hommes, tu ne l'auras pas. » L'église Saint-Jean, avec ses vitraux qui jetaient des faisceaux de lumière colorée sur la pierre froide, avait toujours été pour Claire un lieu de paix austère. Ce jour-là, elle ressemblait à un tribunal. En marchant dans l'allée centrale, elle sentit les regards de toute la congrégation comme des aiguilles dans son dos. Le sermon du Père Michel sur le péché et la rédemption semblait lui être entièrement adressé. Après la messe, Isabelle la poussa vers le confessionnal, une boîte sombre et claustrophobe qui sentait le vieux bois et l'encens. Tremblante, Claire s'agenouilla dans l'obscurité et attendit que la petite grille s'ouvre. Le Père Michel était un homme âgé, dont la gentillesse était plus une fonction de son âge avancé que d'une disposition naturelle. Sa voix, quand il parla enfin de l'autre côté de la grille, était fatiguée. « Dites vos péchés, ma fille. » La voix de Claire n'était qu'un filet. Elle se confessa. Pas le mensonge monstrueux que le village racontait, mais la vérité qui, dans son monde, était un péché tout aussi condamnable. Elle avoua avoir aimé un jeune homme, l'avoir rencontré en secret, s'être donnée à lui par amour et avoir été abandonnée. Elle pleurait en parlant, les mots sortant en sanglots, un torrent de douleur et de solitude qu'elle avait gardé refoulé pendant des mois. Elle ne nomma pas Antoine, se référant à lui seulement comme « il ». De l'autre côté, il y eut un long silence. Claire attendait des mots de réconfort, de conseil, peut-être même de compassion. Au lieu de cela, la voix du prêtre revint, teintée d'une déception froide. « Vous parlez d'amour, ma fille, mais ce que vous décrivez, c'est de la luxure et de la désobéissance. Vous avez déshonoré vos parents et violé les lois de Dieu, dit-il, sa voix résonnant de l'autorité de siècles de dogmes. Et votre silence sur l'identité de l'homme est un acte d'orgueil. Vous protégez le pécheur au lieu de chercher la vraie pénitence. » Il sembla marquer une pause, et Claire retint son souffle. « Les rumeurs qui circulent sont odieuses, » poursuivit le prêtre. « Mais comprenez-vous comment elles sont apparues? En l'absence de vérité, les gens comblent le vide avec l'obscurité. En refusant de nommer le Père, vous alimentez les pires spéculations. Vous leur avez donné la toile blanche sur laquelle peindre leurs fantasmes les plus profanes. Les mots la frappèrent comme des pierres. Elle était venue chercher l'absolution, un moment de grâce, mais n'avait trouvé que plus de culpabilité. Le prêtre ne l'avait pas défendue, n'avait pas offert d'aide. Il la blâmait pour la méchanceté des autres. Sa pénitence fut une liste de prières, mais la véritable punition fut la clarté dévastatrice que même Dieu, à travers son représentant sur terre, n'était pas de son côté. Elle sortit du confessionnal en se sentant plus vide que jamais. Sa mère l'attendait à l'extérieur, le visage un masque impénétrable. « Alors ?» demanda Isabelle. « Il m'a donné la pénitence », répondit Claire, la voix morte. Elle ne raconta pas à sa mère le reste de la conversation. Cela n'aurait servi à rien. L'église,
la dernière institution dont elle espérait qu'elle offrirait sanctuaire, n'avait fait que renforcer les murs de sa prison. Elle était condamnée non seulement par les murmures du village, mais aussi par le silence de Dieu. La vérité, semblait-il, n'avait aucun pouvoir contre un mensonge suffisamment monstrueux. L'automne céda la place à un hiver rigoureux. La terre autour de Lyon gela, et les vignobles dépouillés ressemblaient à des squelettes contre le ciel gris. Le froid extérieur était un reflet parfait du gel qui s'était installé dans l'âme de Claire. Sa grossesse était maintenant avancée, son corps lourd et maladroit, un témoignage constant et indéniable de sa honte. L'isolement était presque total. Son père lui parlait à peine, sauf pour donner des ordres brutaux. Sa mère l'ignorait. Les allées au marché avaient complètement cessé. C'était Jean-Pierre qui faisait maintenant les courses, le visage fermé et provocateur face au regard du village. Claire était confinée à la maison et au jardin, son monde rétréci à quelques mètres carrés de terre gelée. Son travail au métier à tisser, autrefois source de fierté et petite fenêtre sur la créativité, devint une tâche mécanique. Ses doigts déplacèrent la navette d'avant en arrière, mais son esprit était ailleurs, perdu dans un cycle de regrets et de désespoir. Que se passerait-il à la naissance du bébé? Ses parents la chasseraient-ils? Deviendrait-elle une paria, errant sur les routes avec un enfant sans nom? La méchanceté du village, loin de s'atténuer, semblait s'intensifier à l'approche de la naissance. Les enfants jetaient maintenant des pierres sur le portail de la propriété des Dufresne, criant des insultes cruelles qui étaient les échos des conversations de leurs parents. La fiancée du monstre, chantaient-ils, leur voix enfantine rendant les mots encore plus pervers. Une nuit, l'obscurité et le désespoir devinrent écrasants. Assise dans sa chambre froide, regardant la neige tomber dehors, Claire sentit un calme effrayant s'emparer d'elle. C'était le calme du néant, l'absence d'espoir. Elle pensa au Rhône, à ses eaux sombres et glacées, à quel point il serait facile d'en finir, de faire taire la douleur et la honte pour toujours. Ce serait une fin à sa souffrance et à celle de son enfant à naître. Elle se leva, se déplaçant comme une somnambule. Elle descendit les escaliers en silence, traversa la cuisine et ouvrit la porte de derrière. L'air glacial la frappa, mais elle le sentit à peine. Ses pieds, chaussés seulement de fines pantoufles, s'enfoncèrent dans la neige fraîche. Elle ne se dirigea pas vers le portail d'entrée, mais vers l'arrière de la propriété, en direction de la grange. Elle voulait dire adieu à Gaston. En arrivant, elle trouva le chimpanzé éveillé, ses yeux sombres l'observant à travers la grille. Il semblait sentir l'étrange résolution dans sa posture. Il émit un son bas et interrogateur. Claire appuya son front contre la grille froide, les larmes finissant par geler sur son visage. « Adieu, mon ami », murmura-t-elle. « Je suis désolée. » Gaston s'agita. Il se balança d'avant en arrière, frappant les barreaux avec une force qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'était pas en colère, il semblait supplier. Il tendit la main à travers les barreaux, non pas pour la toucher, mais pour saisir un pan de sa robe, tirant doucement, comme pour l'empêcher de partir. Ses yeux, si expressifs, semblaient en dire « Non, reste ». Et puis, à ce moment de désespoir absolu, quelque chose se passa en elle. Le bébé bougea. Un coup de pied fort et vigoureux, une protestation contre l'immobilité de sa mère. C'était une affirmation de vie, têtue et indéniable. L'attraction de Gaston, le coup de pied du bébé, c'étaient deux forces de la nature qui conspiraient pour la retenir là, pour la ramener du bord du gouffre. Regardant dans les yeux de son amie et sentant la vie en elle, Claire s'effondra, non pas de désespoir, mais dans un épuisement purificateur. Elle ne mourrait pas, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle vivrait, pour son enfant et pour Gaston. Elle affronterait tout ce qui viendrait, non pas parce qu'elle avait de l'espoir, mais parce qu'abandonner serait trahir les deux seules créatures dans l'univers qui croyaient encore en elle. Le printemps arriva tardivement cette année-là, comme s'il hésitait à toucher la terre froide et durcie. Pour Claire, chaque jour était une épreuve d'endurance. Elle avait survécu à l'hiver de son âme, mais l'avenir restait un désert sans oasis. La date de l'accouchement approchait, et avec elle, une peur écrasante de l'inconnu. Ce fut par un après-midi gris de mars qu'un son inhabituel brisa la monotonie de la maison. Des coups fermes à la porte d'entrée. Les visiteurs étaient si rares que le son fut un choc. Claire, qui était dans la cuisine, vit sa mère aller ouvrir, le visage tendu d'appréhension. Elle entendit des voix étouffées, l'une d'elles masculine, inconnue, mais avec un ton d'urgence. Puis, un lourd silence. Sa mère apparut à la porte de la cuisine, le visage pâle comme de la cire. « C'est pour toi », dit-elle, la voix dépourvue d'émotion. Claire traversa lentement le couloir.
le cœur battant contre ses côtes. Debout sur le seuil de la porte, se découpant contre la lumière pâle de l'après-midi, se tenait un homme. Il était plus mince que dans son souvenir, le visage anguleux et assombri par des mois d'inquiétude. Ses vêtements étaient usés, et il y avait un épuisement dans sa posture. Mais les yeux étaient les mêmes. C'étaient les yeux bleus d'Antoine Morel. Le monde de Claire s'arrêta de tourner. Pendant un instant, elle crut qu'elle avait une hallucination, que son esprit s'était finalement brisé sous le poids de la douleur. Mais il fit un pas en avant, et son nom sortit de ses lèvres comme une prière brisée. Claire. Sa voix fut un murmure étranglé. Antoine? Derrière elle, son père apparut, attiré par l'agitation. En voyant le jeune homme à la porte, son visage se transforma en un masque de fureur contenue. « Que veux-tu ici » grogna-t-il. Antoine ne se laissa pas intimider. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de Claire, et il y avait en eux un océan de regrets. « Je suis venu réparer les choses. Je sais que j'ai mis du temps. Je suis un lâche, un imbécile. Mais je suis revenu pour toi. »« Revenu » railla Jean-Pierre. « Tu l'abandonnes dans la disgrâce et tu reviens des mois plus tard comme si de rien n'était ? Sors de ma propriété avant que je ne te jette dehors. Père, s'il vous plaît. » La voix de Claire était plus forte qu'elle ne l'espérait. Elle fit un pas en avant, se plaçant entre les deux hommes. Antoine s'adressa enfin à Jean-Pierre, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Monsieur Dufresne, je n'attends pas votre pardon. Je vous demande seulement de m'écouter. Ma famille. » Quand ils ont appris pour Claire, ils m'ont forcé à aller à Marseille. Ils ont dit que je ruinais le nom de la famille, qu'une fille de la campagne n'était pas assez bien. Ils m'ont menacé, m'ont enfermé. Il m'a fallu des mois pour réussir à m'échapper, pour rassembler assez d'argent pour le voyage de retour. Je n'ai jamais voulu l'abandonner. Je l'aime. Il se tourna vers Claire, les yeux brillants de larmes non versées. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais comme une supplique. Dans sa main, il y avait un petit objet simple, une fine alliance en argent. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il, la voix étranglée. « Je l'ai acheté avec le premier argent que j'ai gagné sur le port. Mais c'est un début. Claire, épouse-moi. Laisse-moi être un père pour notre enfant. Laisse-moi passer le reste de ma vie à essayer de compenser le mal que je t'ai causé. » Claire regarda de l'anneau dans sa main à son visage, à la sincérité et à la douleur gravée sur chaque ligne de son expression, le ressentiment, la colère, le sentiment d'abandon qui l'avait consumé pendant des mois commencèrent à se dissoudre, remplacés par une vague écrasante de soulagement. Il ne l'avait pas abandonnée par choix, il s'était battu pour revenir vers elle. Jean-Pierre resta silencieux, la mâchoire serrée, clairement en conflit. Mais ce fut Isabelle, sa mère, qui parla pour la première fois depuis des mois avec une étincelle de quelque chose qui n'était pas de la glace. « Entrez, » dit-elle au jeune homme. « Il fait froid dehors. » C'était une trêve, un petit, fragile commencement. Antoine était revenu, non pas comme le jeune homme insouciant qu'elle avait connu, mais comme un homme qui avait mené sa propre bataille et était revenu pour revendiquer ce qui était à lui. L'espoir, que Claire avait cru mort et enterré, commença à germer, timide et verte, dans le sol gelé de son cœur. La présence d'Antoine dans la maison des Dufresne fut comme une pierre jetée dans un lac gelé, brisant la surface du silence et de la résignation. L'atmosphère était tendue, chargée de conversations non dites. Jean-Pierre observait Antoine avec une méfiance sévère, comme un général étudiant les lignes ennemies. Isabelle se déplaçait dans la maison avec son efficacité habituelle, mais ses regards vers le jeune couple contenaient une nouvelle complexité, un mélange de soulagement et d'anxiété. Antoine ne recula pas. Il affronta l'examen de Jean-Pierre avec une humilité et une détermination que l'homme plus âgé n'attendait pas. Il raconta son histoire en détail, la pression écrasante de sa famille à Lyon, des commerçants fiers qui voyaient son amour pour Claire comme une tache sur leur ascension sociale, la façon dont son oncle l'avait emmené à Marseille, sous de faux prétextes, les mois de travail acharné et solitaire sur le port, économisant chaque franc, dans le seul but de revenir. « Je sais que mes mots ne peuvent pas effacer les mois de souffrance que je lui ai causés, » dit Antoine, assis à la table de la cuisine sous le regard perçant de Jean-Pierre. « Mais mes actions le feront. J'assumerai mon enfant. Je lui donnerai mon nom. Et je donnerai à Claire l'honneur et le respect qu'elle mérite. » La proposition de mariage, cependant, était la partie la plus compliquée. Dans une communauté si traditionnelle, un mariage précipité pour couvrir une grossesse serait un scandale en soi, mais c'était infiniment préférable à l'alternative. « Personne ne te croira », grogna Jean-Pierre, bien que son ton ait perdu une partie de sa fureur. « L'histoire qu'il raconte est monstrueuse.
Ils n'accepteront pas simplement qu'un fiancé soit apparu de nulle part. Alors nous les forcerons à accepter, répondit Antoine, sa détermination se durcissant. Nous ne le ferons pas en cachette. Nous le ferons ouvertement. Je demanderai la main de Claire en mariage, devant la seule autorité qu'ils ne peuvent pas ignorer. Le dimanche suivant, le village de Lyon assista à une scène dont on parlerait pendant des générations. Après la messe, alors que la congrégation commençait à se disperser, Antoine Morel marcha fermement jusqu'à l'avant de l'église Saint-Jean, avec Claire, pâle mais résolue, à ses côtés. Leurs parents les suivaient à une distance respectueuse, une manifestation silencieuse et réticente de soutien. Antoine s'arrêta devant le père Michel, qui observait la scène avec surprise derrière ses lunettes. « Mon père !» La voix d'Antoine résonna dans le silence de l'église. « Je m'appelle Antoine Morel. Je suis l'homme qui aime Claire Dufresne. J'ai été contraint de m'absenter par ma famille, mais je suis revenu pour assumer mes responsabilités et corriger mes erreurs. » Il se tourna vers la congrégation, dont les membres s'étaient arrêtés, les visages un mélange de choc et de curiosité. Ses yeux balayèrent la foule, défiant les murmures, les mensonges. « Je suis le père de l'enfant que Claire porte, » déclara-t-il, la voix claire et forte. « Toute autre histoire que vous avez entendue est un mensonge, né de la méchanceté et de l'ignorance. Je demande la bénédiction de Dieu et de cette communauté pour épouser cette femme honorable. » Il s'agenouilla alors, non pas devant le prêtre, mais devant Claire, au milieu de l'église, et lui offrit à nouveau la simple alliance en argent. « Claire Dufresne, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Des larmes coulaient sur le visage de Claire, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de joie. Devant toutes les personnes qui l'avaient méprisée, humiliée et condamnée, elle était revendiquée, aimée, défendue. « Oui, » murmura-t-elle, le mot petit, mais chargé d'un poids immense. « Oui, Antoine, je t'épouse. » Un murmure parcourut la congrégation. C'était un retournement de situation si dramatique, si public, qu'il était impossible de l'ignorer. Le mensonge sur Gaston, si bizarre et fragile, commença à se briser sous le poids de cette vérité déclarée si courageusement. Le scandale ne disparut pas, mais il changea de forme. Le village avait un nouveau drame à digérer, une romance interdite et un fiancé rédempté. Pour Claire, cependant, ce n'était pas un drame, c'était son salut. Le mariage de Claire et Antoine fut une cérémonie simple, célébrée un mardi matin, avec seulement leurs parents et 2 témoins réticents du village présent. Il n'y eut pas de fête, pas de musique, juste l'échange de vœux devant le père Michel, dont l'expression restait indéchiffrable. Pour le reste du village, le drame public à l'église avait été suffisant. L'histoire du fiancé perdu était bien plus acceptable que la précédente. Bien que les regards et les chuchotements n'aient pas complètement disparu, ils étaient maintenant teintés davantage de curiosité que de répulsion. La vérité, ou du moins une version de celle-ci, s'était imposée. Antoine s'installa dans la maison des Dufresne, une situation inconfortable pour tous, mais nécessaire. Il commença à travailler avec Jean-Pierre dans les vignobles. Sa détermination à prouver sa valeur était évidente à chaque goutte de sueur. Il traitait Claire avec une tendresse et un soin qui étaient un baume pour ses blessures. Il massait ses pieds enflés le soir, lui faisait la lecture et parlait de l'avenir qu'ils construiraient ensemble, loin de Lyon, loin des souvenirs douloureux. Leur plan était de déménager à Annecy, une ville dans les Alpes, où personne ne les connaissait. Il utiliserait ses économies pour ouvrir un petit atelier de couture et ils recommenceraient à zéro, une famille construite sur la base solide de leur amour résilient. Alors que la vie de Claire commençait à trouver un nouvel équilibre, une nouvelle menace se formait à l'horizon, venant d'une direction inattendue. La rumeur monstrueuse sur Gaston, bien que largement discréditée maintenant, avait laissé un résidu. L'histoire, aussi fausse fut-elle, avait attiré l'attention sur l'existence d'un chimpanzé gardé sur une propriété privée. Un après-midi, une charrette différente s'arrêta devant la maison des Dufresne. 2 hommes à l'allure officielle, vêtus d'uniformes que Claire ne reconnut pas, descendirent et frappèrent à la porte. Ils se présentèrent comme des agents d'une société zoologique de Paris. « Nous avons été informés que vous détenez un primate de grande taille en captivité illégale, » dit l'homme le plus âgé, consultant un morceau de papier. « Conformément aux nouvelles réglementations, les animaux sauvages comme celui-ci doivent être logés dans des installations appropriées pour leur propre sécurité et la sécurité du public. » Jean-Pierre protesta, sa fureur revenant. « Gaston n'est un danger pour personne. Il est ici depuis des années. Cela n'a pas d'importance.
répondit l'agent froidement. Nous avons un ordre pour confisquer l'animal et le transférer aux eaux de Paris. Le cœur de Claire se glaça. Emmener Gaston? L'idée était inconcevable. Il était sa famille, son plus vieil ami, le seul qui avait été avec elle dans ses moments les plus sombres. Elle courut à la grange, avec Antoine juste derrière elle. Les agents les suivirent, portant une grande cage de transport. Gaston, sentant la tension et la présence d'étrangers, était agité, émettant des sons d'alarme. « S'il vous plaît, ne l'emmenez pas !» implora Claire, les larmes coulant sur son visage. « Il ne survivra pas. Il ne connaît pas d'autre endroit. » L'agent le plus âgé la regarda avec une pointe de pitié, mais sa détermination ne faiblit pas. « C'est pour son bien, mademoiselle. Ou plutôt, madame. Il sera avec d'autres de son espèce. Il aura les soins dont il a besoin. » La scène fut déchirante. Ils durent endormir Gaston pour le mettre dans la cage. Claire le regarda lutter contre le sommeil, ses yeux sombres et confus fixés sur elle, comme s'il lui demandait pourquoi elle laissait faire cela. Quand ils le chargèrent enfin sur la charrette, Claire s'agrippa à la cage, la main pressée contre la grille, ses doigts entrelacés avec les siens pour un dernier moment. « Je te retrouverai », murmura-t-elle à travers les sanglots. « Je te le promets, Gaston, je te retrouverai. » Tandis que la charrette s'éloignait, emportant son ami silencieux, Claire ressentit une douleur aussi aiguë que toutes celles qu'elle avait endurées. L'ironie était cruelle, la même rumeur qui avait failli la détruire. Maintenant, dans son écho mourant, lui avait volé son sauveur. Elle avait gagné un avenir avec Antoine, mais le prix avait été une part irremplaçable de son passé. La naissance de leur premier enfant, un garçon en bonne santé qu'ils appelèrent Louis, aurait dû être un moment de pure joie. Et ce le fut, à bien des égards. Regarder le petit visage de son fils, sentir son petit corps dans ses bras, était un miracle qui remplissait Claire d'un amour féroce. Mais la joie était teintée d'une couche de tristesse. La chambre du bébé était silencieuse. La maison semblait vide sans la présence réconfortante de Gaston. Et son départ, si récent et brutal, jetait une ombre sur le nouveau chapitre de leur vie. Il devint clair pour tous que rester à Lyon était impossible. Les souvenirs étaient trop douloureux, les regards du village trop persistants. Dès que Claire fut suffisamment rétablie de l'accouchement, ils firent leur bagage. L'adieu aux parents de Claire fut contenu, comme toujours, mais pour la première fois, elle vit une larme dans l'œil de son père quand il tint son petit-fils. C'était une reconnaissance silencieuse, une paix fragile gagnée à un coup terrible. Annecy fut une bouffée d'air frais, au propre comme au figuré. La ville, avec ses canaux sinueux et son lac aux eaux cristallines encadré par les sommets des Alpes, était d'une beauté éblouissante. C'était un endroit où personne ne connaissait le nom de Dufresne, ou l'histoire d'un scandale dans un village près de Lyon. Ils étaient juste monsieur et madame Morel, une jeune famille commençant leur vie. Antoine, fidèle à sa promesse, était un mari et un père exemplaire. Avec l'argent qu'il avait économisé et un petit prêt d'un parent éloigné, il ouvrit un modeste atelier de couture dans une rue animée. « Morel à Fils », disait l'enseigne, un geste d'espoir pour l'avenir. Son habileté avec l'aiguille et le fil, alliée à sa nature douce et honnête, lui valut rapidement une clientèle fidèle. Il travaillait de longues heures, mais rentrait toujours à la maison avec un sourire pour Claire et un baiser pour Louis. Claire s'adapta à sa nouvelle vie. Elle devint mère, une identité qui la consumait et la guérissait en même temps. La routine de s'occuper d'un bébé, d'entretenir la petite maison qu'il louait, d'aider Antoine avec les livres de comptes de la boutique, remplissait ses journées et apaisait son esprit. Peu à peu, la femme hantée qui avait quitté Lyon commença à laisser place à une version plus forte et plus sereine d'elle-même. Les années passèrent à un rythme constant et tranquille. La famille s'agrandit. Après Louis, vinrent 2 filles, Sophie et Hélène. L'atelier d'Antoine prospéra, et ils purent acheter une petite maison avec un jardin à l'arrière. Ils devinrent des figures respectées dans la communauté d'Annecy. Ils étaient connus comme un couple travailleur, dévoué à leur famille et l'un à l'autre. Le passé, avec son poison et sa douleur, semblait être un cauchemar lointain, une histoire arrivée à quelqu'un d'autre. Cependant, pour Claire, le souvenir de Gaston ne disparut jamais. Elle pensait à lui souvent, surtout dans les moments de silence. Elle se demandait s'il allait bien, s'il était heureux aux eaux de Paris, s'il se souvenait encore d'elle. La promesse qu'elle lui avait faite le jour où il l'avait emmenée, « Je te retrouverai », résonnait dans son cœur. C'était une dette qu'elle sentait devoir payer, un fil non résolu dans son histoire qui l'empêchait de se sentir complètement entière. Antoine le savait. Il voyait l'ombre passer parfois dans ses yeux et il comprenait.
Lui aussi avait une dette envers Gaston. Après tout, c'était la loyauté du chimpanzé qui avait maintenu Claire saine d'esprit dans ses jours les plus sombres, lui permettant d'être là pour qu'il la retrouve à son retour. Près de 5 ans s'étaient écoulés depuis leur déménagement à Annecy. Louis était un garçon curieux et énergique, et les filles étaient 2 petites fleurs qui s'épanouissaient. La vie était belle, stable, heureuse, mais la promesse faite à Gaston continuait de peser sur la conscience de Claire. Un soir, après avoir mis les enfants au lit, elle en parla à Antoine. « Il faut que j'aille à Paris, » dit-elle, la voix ferme. « J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de savoir s'il va bien. » Antoine n'hésita pas. Il prit sa main et la serra. « Nous irons tous. Les enfants sont assez grands pour le voyage. Ce sera bien pour eux de connaître la capitale. Et il est temps que nous tenions cette promesse. » Le voyage à Paris fut une grande aventure pour la famille. Les enfants furent émerveillés par l'agitation de la ville, la hauteur des bâtiments, la grandeur de la tour Eiffel. Mais pour Claire, la ville n'était qu'un prélude à sa véritable destination, le jardin des plantes, où se trouvait le zoo. Le jour où ils allèrent au zoo était ensoleillé et clair. Tandis qu'ils marchèrent dans les allées, passant devant les cages des lions, des ours et des éléphants, une anxiété croissante s'empara de Claire. Et s'il ne la reconnaissait pas? Et si les années de captivité l'avaient changé, avaient brisé son esprit? Finalement, ils arrivèrent à l'enclos des primates. Il y avait plusieurs chimpanzés dans un grand espace extérieur, avec des arbres pour grimper et des cordes pour se balancer. Le cœur de Claire battait fort. Elle examina chacun d'eux, cherchant un visage familier. Et puis elle le vit. Il était assis seul, un peu à l'écart des autres, le dos courbé, les épaules tombantes. Il semblait plus vieux, le poil plus grisonnant autour du menton, mais c'était incontestablement lui. Il y avait la même tristesse pensive dans ses yeux qu'elle avait si bien connue. « Gaston », murmura-t-elle, la voix étranglée. Elle s'approcha de la grande barrière de verre qui séparait les visiteurs des animaux. Antoine resta en arrière avec les enfants, lui laissant de l'espace. « Gaston », dit-elle un peu plus fort, en pressant la paume de sa main contre le verre froid. Au son de sa voix, la tête du chimpanzé se leva lentement. Ses yeux se fixèrent sur elle. Pendant un instant, il resta immobile, la tête penchée, comme s'il traitait un son venu d'un passé lointain. Et puis, une étincelle de reconnaissance brilla dans son regard. Il se leva et marcha lentement vers la vitre. Il n'y avait pas d'agitation, pas d'excitation sauvage. Il y avait juste une solennité profonde, une gravité qui fit mal au cœur de Claire. Il s'arrêta juste en face d'elle, de l'autre côté de la barrière invisible. Ses yeux, remplis d'une intelligence et d'une émotion qu'aucun sceptique ne pourrait nier, rencontrèrent les siens. Lentement, il leva la main et la pressa contre la vitre, exactement au même endroit où se trouvait la main de Claire. C'était un miroir de son propre geste, un pont de connexion à travers la barrière impénétrable. Ses yeux se remplirent de larmes, tout comme ceux de Claire. Il ne fit aucun son, mais son expression disait tout. « Je me souviens de toi, tu m'as manqué. » Claire resta là, la main contre la vitre, pleurant en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une profonde et douce amère catharsis. Ils se souvenaient. Leur lien, forgé dans la solitude et la bonté, n'avait pas été brisé par le temps, la distance ou les murs de verre. Antoine s'approcha et passa son bras autour d'elle, observant la scène avec un respect silencieux. Les enfants, trop petits pour comprendre la profondeur du moment, regardaient simplement, émerveillés par la connexion silencieuse entre leur mère et la grande créature de l'autre côté. Ils restèrent ainsi un long moment, 2 âmes se retrouvant dans un silence qui contenait des années d'histoire. La promesse de Claire était tenue, elle l'avait retrouvée. Et ce faisant, elle trouva enfin une paix qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. La visite à Paris marqua un tournant pour Claire. Voir Gaston, être témoin que leur lien existait toujours, fut comme fermer la dernière page d'un chapitre douloureux. Elle ressentait toujours de la tristesse pour sa vie en captivité, mais il y avait un sentiment de paix à savoir qu'il était en sécurité et qu'il ne l'avait pas oublié. À partir de ce jour, l'ombre qui planait parfois sur elle se dissipa pour toujours. La vie à Annecy continua son cours heureux. L'atelier Morel & Fils devint une institution locale. Louis, contrairement à ce que le nom sur l'enseigne suggérait, ne montra aucun intérêt pour la couture, se passionnant pour les livres et décidant de devenir enseignant. Ce furent les filles, Sophie et Hélène, qui héritèrent du talent et de la passion de leur père, reprenant finalement l'affaire familiale. Claire et Antoine vieillirent ensemble, leur amour s'approfondissant chaque année. Leur relation, forgée dans le feu de l'adversité, était d'une force inébranlable. Ils étaient un partenaire dans tous les sens du terme.
partageant les joies, les peines et les défis quotidiens de l'éducation d'une famille. Ils virent leurs enfants grandir, se marier et avoir leurs propres enfants, remplissant la maison d'Annecy du son des rires de leurs petits-enfants. Antoine ne perdit jamais cette gentillesse et cette curiosité qui avaient charmé Claire sur la place Bellecour. Il resta son plus grand défenseur, son confident et son meilleur ami. Quand sa santé commença à décliner dans la vieillesse, Claire prit soin de lui avec le même dévouement qu'il lui avait montré tant d'années auparavant. Sa mort, paisible et dans son propre lit, Claire lui tenant la main, fut la fin d'une ère. La douleur de la perte fut immense. Mais Claire ressentit une gratitude écrasante pour la vie qu'ils avaient construite ensemble à partir des cendres d'un scandale. Veuve, mais pas seule, Claire déménagea à Chambéry, une ville tranquille plus proche de l'endroit où vivait sa fille cadette, Hélène. Elle trouva un petit appartement avec un balcon donnant sur les montagnes, un lieu de paix et de réflexion. Sa vie était maintenant remplie par les visites de ses enfants et petits-enfants, par ses livres et par ses souvenirs. Elle parlait rarement de ce qui s'était passé à Lyon. C'était une histoire qu'elle gardait dans un coin silencieux de son cœur. Ses enfants connaissaient une version simplifiée, qu'il y avait eu un malentendu, que leur père avait dû s'absenter, mais qu'il était revenu pour épouser leur mère. Ils ne connaissaient pas la profondeur de la cruauté, la nature monstrueuse de la rumeur qui avait failli la détruire. Claire les protégea de cette obscurité, préférant qu'ils connaissent l'histoire de leur famille comme une histoire d'amour et de résilience, non de honte et de méchanceté. Mais en vieillissant, elle commença à ressentir le besoin de raconter l'histoire complète, non pas par amertume ou pour revivre la douleur, mais par un sens du devoir envers la vérité. Elle voulait que ses petits-enfants comprennent la complexité du monde, la facilité avec laquelle le mensonge peut s'enraciner et le pouvoir de l'amour, sous toutes ses formes, pour le surmonter. Elle avait juste besoin du bon moment, du bon public. Le moment arriva par un après-midi pluvieux d'automne. 3 de ses petits-enfants, Léo, 15 ans, un jeune homme pensif et sensible, Chloé, 12 ans, curieuse et à la langue bien pendue, et le petit Jules, 8 ans, étaient dans son appartement, s'ennuyant à cause de la pluie qui les empêchait de jouer dehors. Ils fouillaient dans une vieille boîte de photographie que Claire gardait. Chloé sortit une photo décolorée et jaunie. C'était une photo de Claire jeune, debout près de l'ancienne grange de la maison de ses parents. À côté d'elle, visible à travers une clôture, se trouvait la silhouette d'un jeune chimpanzé. « Mamie, c'est qui ?» demanda Chloé, intriguée. « C'est un singe ? Tu avais un singe ?» Claire sourit, d'un sourire mélancolique. Il s'appelait Gaston. Il était mon meilleur ami. Léo, l'aîné, regarda sa grand-mère. Il avait toujours senti qu'il y avait une profondeur de tristesse et de force en Claire qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. « Tu ne parles jamais beaucoup de ta jeunesse, mamie. Comment était la vie à Lyon ?» Claire regarda les visages jeunes et innocents devant elle. Ils étaient le résultat de tout ce qu'elle avait traversé. Ils étaient à la preuve qu'elle avait gagné. À ce moment, elle sut qu'il était temps. « Asseyez-vous, dit-elle, la voix douce, mais avec un nouveau poids. Je vais vous raconter une histoire, la véritable histoire. Ce n'est pas une histoire facile, mais il est important que vous la connaissiez. » Elle commença par le début. Elle décrivit la maison silencieuse, les parents sévères, la solitude de son enfance. Elle parla de Gaston, non pas comme d'un animal de compagnie, mais comme de son confident, la seule créature qui la comprenait. Les enfants écoutaient, fascinés, l'image de leur grand-mère en jeune fille solitaire, prenant forme dans leur esprit. Ensuite, elle parla d'Antoine. Elle décrivit la rencontre sur la place Bellecour, les billets secrets, l'amour interdit qui avait fleuri dans l'ombre. Elle parla de cet unique après-midi d'été, de son espoir et de son abandon ultérieur. Chloé retint son souffle, et Léo se pencha en avant, absorbé par le récit. Quand elle arriva à la partie sur la grossesse et la rumeur, sa voix devint plus basse, plus lourde. Elle n'épargna pas les détails de la cruauté, des regards, des chuchotements, de l'isolement. Elle expliqua le mensonge que le village avait inventé, l'histoire monstrueuse qu'ils avaient tissée à partir de son amitié innocente avec Gaston. Jules, le plus jeune, écarquilla les yeux. « Ils ont dit que le bébé venait de Gaston ? Mais c'est impossible. »« Oui, mon chéri, c'est impossible, » dit Claire, en lui caressant les cheveux. « Mais les gens préfèrent parfois croire à un mensonge impossible plutôt que de chercher une vérité simple. La méchanceté peut être très créative. » Elle raconta le retour d'Antoine, sa courageuse déclaration à l'église, le mariage et le déménagement à Annecy. Et puis, la voix brisée, elle raconta comment les agents étaient venus emmener Gaston, le prix final qu'elle avait payé pour la méchanceté des autres.
L'histoire s'est terminée par la visite au zoo de Paris, sa main contre la sienne sur la vitre, des retrouvailles silencieuses qui signifiaient tout. Quand Claire termina son histoire, le seul bruit dans la pièce était celui de la pluie battant contre la fenêtre. Les 3 petits-enfants la regardaient, leur visage un mélange de choc, de tristesse et d'une nouvelle et profonde admiration. La grand-mère qu'ils connaissaient, la femme douce qui faisait les meilleures crêpes et avait toujours un mot de réconfort, s'était transformée sous leurs yeux en une héroïne d'une tragédie qu'ils pouvaient à peine comprendre. Chloé fut la première à rompre le silence, la voix tremblante d'indignation. « C'est horrible, mamie. Comment les gens ont-ils pu être si cruels ? Parce qu'ils avaient peur, ma chérie, » répondit Claire calmement. Peur de ce qu'ils ne comprenaient pas. Mon amitié avec Gaston était inhabituelle, et mon silence au sujet de votre grand-père leur a donné de l'espace à combler avec leur pire peur. Il est plus facile de condamner que de comprendre. Léo, l'aîné, semblait avoir été le plus touché. Il regardait sa grand-mère avec une intensité qui allait au-delà de la simple sympathie. Il voyait sa force, la résilience qu'il avait fallu pour survivre à tout cela, et devenir quand même la personne aimante qu'elle était. « Et toi, tu leur as pardonné ?» demanda-t-il, la voix basse. Claire réfléchit un instant, son regard perdu dans les gouttes de pluie qui coulaient sur la vitre. « Pardonner n'est pas oublier, Léo. Je n'ai jamais oublié la douleur. Mais garder de la rancune, c'est comme boire du poison, et espérer que l'autre personne meure. J'ai choisi de vivre. J'ai choisi de me concentrer sur l'amour que j'avais. L'amour de votre grand-père, l'amour que je ressentais pour mes enfants. Et oui, l'amour que j'avais pour Gaston. Leur amour m'a sauvée. La méchanceté a presque détruit mon honneur, mais l'amour l'a reconstruit, plus fort qu'avant. » Elle continua, sa voix gagnant une sagesse tranquille que seules les années et la souffrance peuvent conférer. « J'ai appris que la vérité peut prendre du temps. Parfois, elle met toute une vie à faire surface. Mais elle arrive toujours, et j'ai appris que les connexions les plus importantes de notre vie, les liens qui nous définissent vraiment, ne sont pas toujours ceux que le monde attend ou approuve. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Ce moment dans le salon, avec la pluie tombant dehors, fut transformateur. En partageant son histoire, Claire ne révélait pas seulement son passé, elle offrait à ses petits-enfants un cadeau, un héritage non pas de souffrance, mais de force. Elle leur avait appris l'injustice, mais aussi la résistance, la cruauté, mais aussi la compassion, le pouvoir destructeur d'un mensonge et le pouvoir rédempteur de l'amour. En libérant son histoire, Claire se libéra du dernier vestige de son poids. La honte, qu'elle avait portée seule si longtemps, se dissolvait dans la compréhension et l'amour de sa famille. La vérité ne changeait pas ce qui s'était passé, mais elle changeait la façon dont l'histoire se terminerait. Non, elle ne finirait pas dans le silence et la douleur, mais dans le partage, la sagesse et la continuation de la vie. Des semaines après cette conversation, Léo vint voir sa grand-mère. Il apporta avec lui un carnet et un stylo. « Mamie, dit-il en s'asseyant en face d'elle, j'ai beaucoup pensé à ton histoire. C'est une histoire importante. Je pense que les gens devraient l'entendre. Cela te dérangerait-il si je l'écrivais ?» Claire regarda son petit-fils, le sérieux et la compassion dans ses jeunes yeux. Elle vit en lui le même genre d'âme curieuse et douce qu'elle avait vu en Antoine tant d'années auparavant. L'idée que son histoire soit racontée, non pas comme une rumeur murmurée, mais comme un témoignage de vérité, était à la fois effrayante et profondément émouvante. « Si tu penses qu'elle vaut la peine d'être racontée, mon chéri, alors raconte-la, » dit-elle, en posant sa main sur la sienne. Et ainsi, Léo commença à écrire. Il passa de nombreux après-midi avec Claire, l'écoutant remplir les détails, revivre les émotions, décrire les paysages de sa mémoire. Écrire l'histoire devint un projet qui les unit encore plus, un pont entre les générations. Léo n'enregistrait pas seulement des événements, il apprenait sur la nature humaine, sur la résilience de l'esprit et sur les complexités de l'amour et de la perte. Pendant ce temps, Claire ressentait un sentiment d'achèvement, comme si les fils de sa vie étaient enfin tissés en un motif cohérent. Elle avait vécu une vie pleine. Elle avait connu les profondeurs du désespoir et les sommets de la joie. Elle avait été victime de la plus vile calomnie et destinataire de l'amour le plus vrai. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre les montagnes, elle pensa à Gaston une dernière fois. Elle ne l'imaginait plus aux eaux, mais libre, dans une forêt vaste et verte, comme celle qu'il aurait dû connaître. Elle savait, à un certain niveau, qu'il avait déjà quitté ce monde, tout comme Antoine. Mais dans son cœur, il restait l'ami loyal et silencieux qui l'avait sauvé. Leur connexion, aussi improbable qu'elle puisse paraître,
prouvait que l'amour ne connaît ni espèce, ni règles, ni logique. Il est, tout simplement, l'histoire de Claire Dufresne, qui avait commencé par un cri silencieux de désespoir sur un marché de Lyon, trouvait sa voix à travers son petit-fils. La vérité, qui avait mis des décennies à trouver son chemin, était enfin prête à être entendue. Ce n'était plus l'histoire d'une victime, mais celle d'une survivante. Une femme dont la vie était la preuve que, même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière d'une seule connexion véritable peut être suffisante pour nous guider chez nous. La vie de Claire s'acheva paisiblement, quelques années plus tard. Elle partit dans son sommeil, une femme âgée entourée de l'amour de sa famille et de la paix qu'elle avait enfin trouvée. À ses funérailles, l'église n'était pas remplie de visages accusateurs, mais de enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui la révéraient comme la matriarche forte et aimante qu'elle était. Léo, maintenant un jeune adulte, lut un extrait de l'histoire qu'il avait écrite. Il ne se concentra pas sur la méchanceté du village, mais sur la force de sa grand-mère et la loyauté de ses deux grands amours, Antoine et Gaston. Il parla de la façon dont leur amour avait formé un bouclier qui l'avait protégé de la cruauté du monde et avait permis à toute la famille présente d'exister. L'histoire de Claire Dufresne devint un héritage familial, un conte d'avertissement et d'inspiration transmis de génération en génération. Elle devint un rappel que les mots ont du pouvoir, le pouvoir de détruire et le pouvoir de guérir. Elle devint une leçon sur l'importance de remettre en question la méchanceté et de chercher la vérité, aussi inconfortable soit-elle. L'atelier de couture d'Annecy porte toujours le nom Morel & Fils, au-dessus de la porte, maintenant géré par une de ses arrière-petites-filles, un hommage durable au nouveau départ qu'Antoine et Claire avaient construit ensemble. La maison de Chambéry, avec vue sur les montagnes, a été vendue, mais les souvenirs qui y ont été créés demeurent. Et quelque part, dans les archives d'un vieux zoo de Paris, il existe peut-être encore un dossier sur un chimpanzé nommé Gaston, emmené d'une petite propriété près de Lyon. Pour le monde, il n'était qu'un spécimen, un numéro dans un livre. Mais dans l'histoire d'une famille, il fut un héros silencieux, un gardien, un ami. Son histoire et celle de Claire sont à jamais entrelacées, un témoignage que les liens les plus forts sont souvent ceux que le monde comprend le moins. La vérité, à la fin, ne se trouvait pas dans les chuchotements d'une foule, mais dans le contact silencieux d'une main sur une vitre et dans l'amour qui résonne à travers le temps.